Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse ce soir avec une question simple. Qu'est-ce qui tue les premiers ministres en Côte d'Ivoire? Question que nous posons à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Eh bien, la question de ce soir s'inscrit dans l'actualité que vit la Côte d'Ivoire avec le décès de son Premier ministre Ahmed Bakayoko. Décès annoncé donc ce mercredi 10 mars 2021. Ahmed Bakayoko lui-même qui a succédé à un autre ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décédé dans des conditions quasi similaires. Évacuation en France pour des soins quelques mois, retour en Côte d'Ivoire et décès quelques jours après. Évacuation en France pour Ahmed Bakayoko, puis en Allemagne et décès. Mamadou Diouf, s'agissant du cas d'Ahmed Bakayoko, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui explique son décès? Officiellement, la Côte d'Ivoire, tout comme un certain nombre de médias, disent que l'ancien Premier ministre, puisqu'il faut en parler au passé, est décédé suite à un cancer fulgurant, un cancer du foie précisément. Mais il est clair qu'au niveau des populations ivoiriennes, il y a plein d'interrogations, comme vous l'avez dit au départ, avec deux premiers ministres qui sont décédés sur une période assez courte, au point que toutes sortes d'interprétations est en train d'être faites par une partie des Ivoiriens suite à ces deux décès de deux anciens premiers ministres. Ça veut dire que cette raison officielle qui est avancée, beaucoup peinent à y croire. Beaucoup peinent à y croire parce qu'il faut se rappeler que même quand Amadou Gon Coulibaly avait été nommé Premier ministre, vous aviez, comme on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, on est au pays de Mami Wata en plus, des gens qui disaient non, on a demandé à la personne d'aller faire des sacrifices, d'enterrer un cheval ici, de faire je ne sais pas quoi. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, ces gens ne se cachent pas. Vous avez des personnes qui se prononcent en disant que tu es en danger, tu dois faire tel sacrifice, tu dois faire telle chose. Bon, tout ça avait déjà participé à créer une situation pas intéressante du tout quand Amadou Gon Coulibaly est devenu Premier ministre. Il s'y ajoute le fait qu'il y avait également d'autres qui développaient plutôt la thèse d'un empoisonnement, en disant qu'il a été empoisonné parce qu'il y en a qui ne voulaient pas qu'il devienne Premier ministre, qui considèrent qu'il a pris leur poste à leur place, etc. Mais tout ça, c'est le journal populaire, si je peux l'appeler ainsi. On n'a pas jusqu'à présent un avis officiel, scientifique, clair sur une telle question. Et malheureusement, c'est ces mêmes débats qui reviennent avec le décès du dernier Premier ministre, puisque les mêmes propos avaient été tenus également quand il a été nommé Premier ministre. J'ai même vu au niveau de la presse ivoirienne une caricature où, quand Patrick Hachi a été nommé Premier ministre, il refuse. Vous avez le président de la République qui le pousse pour qu'il aille prendre le poste de Premier ministre. Et beaucoup d'Ivoiriens, vous leur posez la question, ils disent clairement ce poste est maudit. Et ça veut tout dire en termes d'interprétation. S'agissant d'Ahmed Bakayoko, est-ce qu'on sait, on a des informations sur ces dernières semaines? Comment se sentait-il? C'était quelqu'un qui était malade? Fatigué, oui. Malade, on ne parlait pas de maladie. Il est vrai qu'il a eu à prendre contact avec le Covid à 2 reprises. D'ailleurs, même quand il a attrapé le Covid, il avait lui-même communiqué en disant qu'il a été atteint par le Covid. Mais le Covid l'a touché 2 fois. Tout le monde connaît cette maladie. Il a 56 ans. Est-ce que la maladie a dû l'affaiblir? Je ne peux répondre. Il a fait un palu sévère également. Ça, c'est des éléments qui étaient connus. À un certain moment, à cause de cette fatigue, il était même allé en Europe pendant un temps. Tout le monde disait qu'il a beaucoup travaillé, surtout avec l'élection présidentielle qui a été particulièrement mouvementée. À l'issue de l'élection présidentielle, c'est lui qui allait contacter la société civile, les autorités religieuses. C'est lui qui était là également pour le dialogue national que le président Alassane Ouattara voulait instaurer pour ramener la stabilité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il était fatigué. Et tous ceux qui l'ont approché ces derniers moments avaient déjà témoigné de cette fatigue. Maintenant, est-ce que cette fatigue était liée à ses activités? Est-ce que c'est les conséquences du Covid? Ou bien est-ce que c'est lié à ce cancer du foie dont on parle? C'est les médecins peut-être qui vont pouvoir nous édifier sur une telle question. Il y a eu quand même une troublante communication du gouvernement ivoirien. Quand il parlait, on parlait de fatigue simplement. Du coup, on se demande c'est quelle fatigue qui peut se muer en cancer. Généralement, en Afrique, quand les questions de santé
arrive pour ce qui concerne les autorités, on fait toujours semblant d'abord pour se faire attraper ensuite. Ben, c'est certainement une fatigue comme la fatigue du président Bongo, c'est ce qu'on nous avait dit. Oui, du président Bongo, du Gabon. On l'a vu plusieurs fois où on nous dit c'est pas grave, c'est juste un petit malaise, mais après on se rend compte que c'est plus profond. Ce qui est sûr, c'est que quand il allait en France vers le mois de janvier, effectivement, on disait que c'était une fatigue, il allait juste pour faire des contrôles, etc. Et c'est le discours qu'on tient généralement quand ce genre de personnages partent pour des soins. Alors qu'on doit faire preuve de transparence. C'est des gens qui sont au devant de la scène d'un point de vue politique. Quand ces gens-là sont malades, on ne voit pas où se trouve le problème de faire comme ce qui se fait ailleurs. La personne est malade et ça donne plus de raisons pour qu'on comprenne que la personne aille se soigner et que dans les relations avec la personne, qu'on sache que telle personne est aménagée parce que sa santé ne lui permet pas de faire un certain nombre de choses. Mais souvent, c'est le flou au départ. Et après, quand la maladie pose problème véritablement, la vérité rattrape le mensonge. Puisque souvent, ce qui a été dit au départ n'est pas vrai. 2 premiers ministres qui meurent quand même en moins d'1 an, ça commence par craindre. Oui, on est en Afrique, nous n'aimons pas les coïncidences. Malheureusement, c'est une réalité chez nous. On se pose la question, l'un était là 8 mois après, l'autre est parti. Qu'est-ce qui se passe? Et l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, que j'ai empruntée aux Ivoiriens qui ont été interrogés, les gens disent que c'est le poste de Premier ministre qui est maudit. Vous en avez même qui disent, c'est pas compliqué, ils ont fait une réforme constitutionnelle qui a permis à Ouattara de pouvoir être encore candidat. Ils n'ont qu'à faire une réforme constitutionnelle pour supprimer le poste de Premier ministre. Pour vous dire qu'il y en a qui lient la mort au poste en tant que tel. Donc, pour résoudre le problème, il faut faire disparaître le poste de Premier ministre. Je ne crois pas, bien sûr, qu'officiellement la Côte d'Ivoire va suivre ce chemin-là, puisque un autre Premier ministre a été nommé. Et puisque les gens sont convaincus que le poste est maudit, vous avez déjà le bruit qui court également le concernant, qu'il est malade. Certains même sont allés jusqu'à dire qu'il a été évacué en France. C'est vrai qu'il y a eu des démentis, mais il est également vrai que personne ne l'a vu. S'il avait lui-même démenti, ça allait davantage éclairer la lanterne des gens, mais c'est ses proches qui ont démenti, mais lui en personne, on ne l'a pas vu. Et c'était le cas avec Bakayoko. Pendant un temps, on ne le voyait plus. C'est quand les gens commençaient à poser des questions qu'on disait qu'il était fatigué et finalement, il a été évacué en France. Et puis, ce qui dérange beaucoup de personnes, c'est que la plupart, c'est des évacuations vers l'Occident. Finalement, ça devient un peu leur tombe. Oui, mais quand on n'a pas fait le travail qu'il faut d'un point de vue local, pour former des médecins avec toutes sortes de spécialités, mais pour mettre à la disposition également des médecins qui ont été formés, le matériel qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les personnes qui ont besoin de soins, bon, ceux qui ont les moyens, parce que c'est eux qu'on évacue à l'étranger, quand on se rend compte que ce qui existe sur le plan national comme plateau technique ne permet pas de prendre en charge une maladie, on a tendance à transférer la personne. Et ça, quand c'est les gouvernants, le minimum, c'est qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que c'est eux qu'on transfère le plus, c'est eux qui partent le plus faire un check-up en Europe. Nous autres, on ne pense même pas aller au Maroc, encore moins en Occident pour faire quoi que ce soit. Je crois que ça doit amener les gouvernants à réfléchir à une véritable politique de santé, puisque ces évacuations coûtent excessivement cher. Et quand vous les cumulez, souvent, ça permet progressivement de mettre en place des unités médicales performantes qui vont permettre de prendre en charge un certain nombre de maladies sur place. S'agissant spécifiquement d'Ahmed Bakayoko, qu'est-ce qu'on garde de lui comme souvenir? Un monsieur très sympathique, tout le temps souriant, malgré sa grande taille qui aurait pu faire peur quelqu'un quand on l'approche. Et d'ailleurs, tout le monde a fait ce témoignage de lui, aussi bien à Séguéla, où il était le député sortant, le député qui vient d'être réélu, à Abobo, où il était le maire. Et chose extraordinaire, même les partis d'opposition ont tous reconnu ce caractère sympathique, populaire, le contact facile, l'homme qui aime la vie. Et ce n'est pas pour rien que, pour la réconciliation, c'est lui qu'on a mis devant. Et effectivement, il a réussi à aller rencontrer un certain nombre de personnes, à baisser la tension pour permettre au ministre chargé de la réconciliation de continuer un travail. Mais c'est lui qui, effectivement, a défriché le terrain pour le ministre chargé de la réconciliation. Est-ce que le RHDP peut se remettre de cette perte? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que
on commençait même à le regarder un peu comme le dauphin de Ouattara, puisque il ne faut pas oublier qu'Amadou Gon Coulibaly a été choisi pendant que certains pensaient que c'est lui qu'on devait choisir. On pense même que lui-même, il pensait que c'était lui qui devait être le candidat. Et on se posait des questions. Avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly, ça a été vraiment un choc déjà pour le parti, surtout un décès juste à quelques pas de l'élection présidentielle. Ici, on se retrouve dans une posture similaire. On sort des élections législatives, il y a encore un autre décès. C'est clair qu'il y a d'autres cadres au niveau du parti, mais la rumeur concerne ces personnes également. Henriette Diabaté, les gens disent qu'elle est malade. Daniel Kablan-Denkan, les gens disent qu'il est malade. Finalement, on a l'impression qu'il y a la maladie qui a pris un peu le sommet du RHDP. Et tout le monde sait que le président lui-même de la République, avec ses visites privées en France, une partie de ses visites privées est consacrée à des raisons de santé. Donc aujourd'hui, les gens s'interrogent, qu'est-ce qui se passe et qui peut prendre le relais, pas pour refaire la même chose, pour tomber malade après, pour pouvoir continuer. Certainement, au niveau du RHDP, on va se poser beaucoup de questions. Justement, est-ce que la question de relais se pose parce que le président ivoirien, il tient certainement à cette vieille promesse qu'il avait faite de passer la main à une nouvelle génération. C'est finalement une nouvelle génération de malades qu'on a. Oui, mais c'est tout le problème. Bon, ce n'est pas exactement une nouvelle génération parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe dans plusieurs pays. Les jeunes veulent prendre le devant. Bon, Ahmed Bakayoko avait quand même 56 ans. Je ne vais pas dire qu'il était vieux, mais bon, il est devenu moins jeune quand même à 56 ans. Donc même quand on parle de passer à une nouvelle génération, la vérité c'est que jusqu'à présent, le pouvoir se transmet dans des cercles plutôt fermés. Et dans ce cercle fermé, ceux qui ne s'y retrouvent pas ne peuvent pas accéder à ce pouvoir. Bakayoko est un compagnon de longue date du président Ouattara. Ce n'est pas une surprise que les gens aient pensé à lui pour la succession du président Ouattara, mais Dieu en a décidé autrement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et juste après, on va passer à l'invité.